Bonjour à tous. La fin de vie est un sujet universel et pourtant on en parle peu. En EHPAD, la mort est presque une banalité. En dépit de cela, ce sujet reste tout autant tabou. La mort, on préfère ne pas l'évoquer, même dans les milieux qui doivent l'accueillir au quotidien. Alors forcément, on a encore moins envie de raconter ce qui gravite autour. Le personnel travaillant en EHPAD ou dans des maisons de repos est confronté aux derniers instants de vie de manière régulière. Il est formé pour l'accompagnement des derniers jours, formé aussi à la gestion du deuil ainsi qu'aux soins post-mortem. C'est un métier qui implique une dimension humaine car ces établissements sont imprégnés de tristesse, d'attente, de nostalgie et de recueillement. Pourquoi je me concentre dans cette vidéo sur les EHPAD et non pas sur les hôpitaux par exemple? Eh bien parce que j'ai lu le livre d'Hervé Villette paru en février 2025 et qu'à mon tour j'ai voulu approfondir la question. Le sujet est original et pourtant quand on réfléchit au lieu même de l'EHPAD, il se distingue un peu des autres parce que contrairement aux hôpitaux, les maisons de retraite sont pour beaucoup le dernier chapitre d'une existence, le dernier port avant l'inconnu, la dernière adresse. Marguerite Yourcenar a écrit dans les Mémoires d'Adrien « La tristesse est la compagne de la vieillesse, elle habite le silence des journées ». Des silences en effet, souvent interrompus par des cris de patients qui ne brisent pas l'effet d'isolement, mais au contraire l'accentuent. Ces EHPAD sont les dernières demeures de beaucoup, mais dans ces maisons pourvues de murs, d'un toit, de chauffage, où l'on est nourri et logé, où est l'intimité ? Imaginez un peu la difficulté d'être non seulement confronté à sa fin de vie, mais également à celle des autres, dans un lieu qui ne nous appartient pas et où il est impossible d'être seul. Ces maisons-là sont en quelque sorte des pièges, où les personnes âgées, bien que protégées comme un enfant dans un parc, n'en restent pas moins privées de liberté, avec des tonnes de souvenirs et peu d'avenir. Elles restent le plus souvent dans une attente pénible, l'attente des visites qui parfois ne viennent pas, l'attente des soins, des repas, du soleil qui se couche, d'un geste ou d'un regard compatissant, mais également l'attente de cette mort que plus ou moins chacun d'entre nous appréhende. Le personnel soignant, quant à lui, a la lourde tâche d'être là pour soigner, veiller et accompagner du mieux possible les personnes et leurs familles dans cette dernière étape. Les EHPAD sont des lieux chargés d'attente, de déception, de tension intérieure aussi, de frustration. Et il n'est donc pas si étonnant en somme que ces endroits agissent un peu comme des caisses de résonance de toutes ces frustrations, de ces chagrins accumulés qui n'ont pas pu toujours être exprimés. Alors peut-être est-ce pour cela que ces lieux, plus que d'autres, sont propices à des manifestations paranormales. On dit que les âmes errent un temps avant de s'en aller. Il semblerait que là, elles s'attardent un peu plus. Peut-être parce qu'elles sont contrariées d'avoir été piégées, qui sait. Ce qui est certain, c'est que les personnes gravitant quotidiennement autour des patients sont là pour témoigner des expériences paranormales qu'elles ont vécues, et qu'il suffit parfois de leur prêter une oreille attentive pour que d'autres langues se délient. On s'aperçoit rapidement que tous ont une histoire, un événement vécu qui les marque et qu'ils n'oublient pas. À plus forte raison que les phénomènes ne sont pas rares, comme vous allez le voir, bien au contraire. Suite à mon post sur ma recherche de témoignages, j'ai entendu plusieurs récits de personnes travaillant également en hôpital ou encore dans des établissements de rééducation. Je profite de cette vidéo pour les remercier. Il semblerait même que tous les EHPAD et certains hôpitaux soient tellement habités que parfois même ils ferment carrément leurs portes. Aussi nombreux sont les hôpitaux psychiatriques, sanatoriums et maisons de retraite abandonnées dans lesquels affluent les chasseurs de fantômes et enquêteurs en paranormal. Il semblerait que ces lieux resteraient habités des années après leur fermeture. On a ainsi l'hôpital psychiatrique de Danvers dans le Massachusetts, connu sous le nom The King of Asylums. Il y a aussi l'asile de Waverly Hills dans le Kentucky, et il y en a beaucoup d'autres encore. Plus proche de chez nous, il y a évidemment l'île de Poveglia réputée hantée. L'île de Poveglia, pour celles et ceux qui ne le savent pas, est située dans la lagune de Venise en Italie. Il y a 300 ans, cette île a accueilli des personnes atteintes de la peste. Elle servira ensuite comme centre de quarantaine pour les navires suspectés de transporter des maladies, puis servira jusqu'en 1968 comme maison de repos. Mais si ces lieux désaffectés attirent les enquêteurs de l'étrange, il arrive même que ces derniers infiltrent, avec ou sans permission, des maisons de repos qui sont toujours en activité. Si vous voulez vous-même découvrir un large éventail de témoignages du personnel travaillant en EHPAD, je vous conseille vivement le texte d'Hervé Villette, qui rassemble de nombreux récits troublants de soignants. En vérité, Hervé Villette sera amené par un concours de circonstances à travailler plusieurs années en EHPAD en tant qu'agent technique.
C'est là qu'au fil du temps, de plus en plus de personnes travaillant avec les patients lui feront part de leurs expériences étranges vécues dans les différents établissements qu'ils ont fréquentés. En vérité, Hervé Villette se rendra compte que quasiment tout le personnel qu'il a côtoyé en EHPAD a été à un moment ou à un autre confronté à une expérience difficile à expliquer rationnellement. Lui-même dit qu'il n'était pas en première ligne et n'a pas vécu d'histoire de ce type. Mais, intrigué par tous ces récits, il ira de lui-même chercher d'autres témoignages via les réseaux sociaux pour étoffer son livre. Et c'est donc en début de cette année que son livre est paru. Son texte se présente comme un enregistrement à l'état brut de toutes ces voix qui veulent raconter. C'est un peu comme une chambre d'écho. C'est du reste ce qui m'a plu dans son livre, car la recherche de la vérité, particulièrement sur des phénomènes complexes et mystérieux, ne réside pas toujours dans une réponse unique, mais plutôt dans l'accumulation de voix diverses, de récits vécus par de nombreuses personnes, et c'est dans l'écho de plusieurs témoignages que l'on trouve les clés pour comprendre ce qui parfois échappe à la logique. Mais avant de vous parler davantage de son livre, j'aimerais vous faire part des différents témoignages que j'ai grappillés de mon côté. Tout d'abord, j'ai reçu le témoignage d'une infirmière qui a travaillé dans un établissement de rééducation situé dans la ville de Saint-Herblain, non loin de Nantes. Le premier fait qu'elle m'a raconté s'est déroulé dans une ancienne chambre destinée autrefois aux patients et qui avait été transformée en chambre de garde. Nathalie m'a écrit qu'un soir, la chambre de garde inoccupée a sonné plusieurs fois dans la nuit. Et c'est plus précisément la salle de bain située dans la chambre qui avait sonné. Elle a sonné également alors que Nathalie venait de quitter la pièce et elle sonnera aussi alors qu'elle se trouvait dans la chambre en compagnie de l'une de ses collègues. Cela ne pouvait donc pas être une hallucination puisqu'elles étaient deux à l'entendre. Le service technique a par la suite été envoyé pour vérifier, mais aucun dysfonctionnement électrique ne sera trouvé. Pour Nathalie, c'est peu probable qu'un patient ait pu lui faire une farce, car ces derniers ne se déplaçaient qu'en fauteuil roulant. Mais surtout, cela ne pouvait pas expliquer la fois où la salle de bain avait sonné, alors qu'elle était à l'intérieur de la chambre avec sa collègue. Une autre nuit, un événement inexplicable s'est de nouveau produit au niveau du local poubelle de l'établissement. Nathalie a entendu sa collègue l'appeler derrière la porte du local d'une voix claire, dit-elle. Elle m'a précisé que c'était une voix de femme et qu'elle a donc déduit qu'il s'agissait de la voix de sa collègue. Nathalie est donc aussitôt sortie pour lui répondre, mais il n'y avait personne. Le couloir était vide. Nathalie m'a aussi bien dit que ces événements ne sont pas forcément de l'ordre du paranormal, mais simplement de l'inexpliqué. J'ai également reçu le témoignage d'une abonnée, Laurie, qui a eu la gentillesse de me faire part de son histoire que je vous livre à présent. Laurie, 48 ans, travaille depuis 26 ans en maison de repos en Belgique. Les maisons de repos, c'est l'équivalent d'un EHPAD en France. Selon son témoignage, beaucoup de phénomènes étranges s'étaient déjà déroulés dans le passé avant sa prise de poste dans la maison de repos qu'elle a intégrée. Cet établissement était autrefois tenu par des religieuses. Lorsque Laurie était parfois amenée à travailler de nuit, il n'était pas rare qu'elle distingue des silhouettes au fond des couloirs plongées dans le noir. Balayant du regard l'obscurité, elle percevait uniquement les vêtements. Il s'agissait probablement d'un patient, se disait-elle à chaque fois. Mais en allumant la lumière du couloir, la silhouette disparaissait. Ce phénomène, m'a-t-elle dit, est survenu plusieurs fois. D'autres événements inexpliqués se produisaient également en journée. Les lumières s'allumaient dans les couloirs sans l'intervention de quelqu'un, ou encore les robinets se mettaient à couler tout seuls. Aussi, un matin d'hiver, alors qu'elle débutait son service tôt le matin, comme il faisait encore nuit dehors, elle dut enclencher les lumières du couloir afin de vérifier si les médicaments dont elle avait besoin ce matin-là étaient bien rangés dans son chariot. Mais au moment d'arriver à celui-ci, les lumières du couloir s'éteignirent. Laurie enclencha de nouveau l'interrupteur. Le phénomène se reproduisit. De rechef, les lumières s'éteignirent. Elle y retourna encore, et chaque fois c'était la même chose. Cela se reproduisit en tout pas moins de 4 fois. Alors agacée, elle s'écria tout haut « Ça suffit, laissez-moi travailler !» Aussitôt, la lumière revint. Par ailleurs, il n'est pas rare, m'a confié Laurie, que des personnes peu avant de mourir appellent leurs parents décédés. Certains affirment aussi avant de rendre l'âme qu'il y a des enfants dans leur chambre. Bien que le personnel évoque probablement des hallucinations, Laurie m'a dit qu'à ces moments-là, il n'en demeure pas moins que lorsqu'on entre dans la chambre, on sent une sensation de froid. Il lui est même arrivé de voir des enfants courir, des enfants qui n'étaient pas là. Ses collègues lui auraient confié avoir vu la même chose.
Intriguée par ces événements totalement hors du commun, Laurie cherchera même durant plusieurs années des réponses auprès des médiums afin de leur raconter les expériences qu'elle avait vécues. Ces derniers lui ont simplement répondu que dans ce genre d'institution, il y avait des âmes qui errent. Laurie travaille actuellement à l'hôpital et a depuis suivi une formation en soins palliatifs. Elle m'a dit selon ses mots que la morgue est un endroit très fréquenté. Aussi à l'hôpital dans lequel elle exerçait, un monsieur souffrant de démence ignorait que son épouse était décédée 2 chambres plus loin. Le lendemain matin, à son arrivée, Laurie trouva ses collègues paniqués dans les couloirs. Ils cherchaient ce monsieur qui ne bougeait pratiquement jamais de sa chambre. Il l'avait vu pour la dernière fois aux alentours de 2h30 du matin, mais au dernier tour effectué à 6h, il n'était plus dans sa chambre. Laurie pensa alors immédiatement à la morgue, puisque sa femme s'y trouvait. Finalement, le personnel de l'hôpital retrouvera l'homme endormi sur le sol. Quand le personnel lui demandera ce qu'il faisait là, il répondra « Je suis venu voir Jeanne ». Une autre fois, il s'agit non pas là d'un phénomène paranormal proprement dit, mais cette histoire est tellement touchante que j'aimerais la partager avec vous. Lors d'une toilette mortuaire sur un patient, Laurie était occupée à faire des soins sur le corps d'un monsieur. Elle regardait ses souvenirs et ses affaires. Il lui semblait que toute la vie de cet homme se résumait aux petits bibelots et trésors accumulés dans sa chambre, a-t-elle dit avec ces mots. Laurie prit une chemise et un pantalon et se saisit également d'une cravate. Mais celle-ci, m'a dit Laurie, n'était pas terrible. Pourtant, son instinct lui disait qu'il fallait qu'elle lui mette cette cravate en particulier. Celle-ci et pas une autre. C'était une certitude qui s'imposait à elle. Plus tard dans la journée, quand la fille du défunt vint se recueillir auprès de son père, elle était abasourdie. Elle exprima en effet son étonnement d'avoir vu cette cravate autour du cou de son père. Laurie s'empressa alors de lui dire qu'elle pouvait la changer, mais la fille lui répondit alors « Non, justement, c'était le dernier cadeau que ma maman lui a fait avant de quitter ce monde. » Comme dit très justement Laurie, on devrait plus souvent écouter son instinct. Un fait troublant aussi qu'elle m'a raconté et qu'elle a observé dans les établissements où elle exerçait est qu'une fois qu'une personne souffrant d'une certaine pathologie décède dans une chambre, le prochain résident de cette même chambre souffrira lui aussi d'une pathologie semblable. Il est aussi fréquent que lorsqu'un résident meurt, la chambre qui a été vidée sonne comme si quelqu'un appuyait sur le bouton d'appel infirmier alors que la chambre est vide et parfois même fermée à clé. Voici un autre témoignage, celle d'une aide-soignante à la retraite, Sylvie, qui est douée d'une forte intuition. Elle a travaillé 12 ans à l'Hôtel-Dieu situé à Mâcon. Je la remercie beaucoup pour son témoignage également. Sylvie, d'après ce qu'un chaman lui aurait dit, serait médium. Elle a donc travaillé 12 ans à l'Hôtel-Dieu de Mâcon. La construction de cet ancien hôpital s'est achevée en 1789 et il s'étend sur pas moins de 5700 mètres carrés. C'est un bâtiment sur 4 niveaux doté de 2 sous-sols et de combles où logeaient sans doute autrefois les sœurs qui exerçaient là à l'origine. Pour information, un hôtel-dieu désigne un ancien hôpital qui recevait jadis les orphelins, les indigents et les pèlerins et qui était administré par l'Église catholique. Le terme relie hôtel, dérivé du latin hospes, celui qui donne l'hospitalité, et de Dieu. Au rez-de-chaussée se trouvaient 9 salles de malades et au premier étage, il y avait un puits d'aspiration de miasme, servant aussi de chapelle. Un puits d'aspiration de miasme désigne un dispositif qui servait, comme son nom l'indique, à aspirer les miasmes, c'est-à-dire l'air vicié ou malodorant, et à l'évacuer ensuite dans le but de purifier l'air et de prévenir les maladies. Aujourd'hui, l'Hôtel-Dieu de Mâcon abrite une maison de retraite ainsi que des services de soins de longue durée et de psychiatrie. Sylvie m'a confié que lorsqu'elle travaillait dans cet établissement, elle avait le sentiment quasiment omniprésent et désagréable d'être suivie. Elle évoque ce lieu comme étant particulièrement imprégné et saturé de mauvaises ondes. Elle a commencé à y travailler en 2012. Un événement qui a particulièrement marqué Sylvie est que lors de la toilette de l'une de ses patientes, elle avait posé ses produits sur l'adaptable, c'est-à-dire le petit meuble sur roulette situé dans la chambre. En se retournant vers l'adaptable, elle a alors vu le flacon qu'elle venait de poser se déplacer tout seul, comme si, dit-elle, un doigt le poussait. Je précise que le flacon était sec, ainsi que l'adaptable. Elle a été tellement surprise qu'elle n'a pas eu peur sur le coup. C'était la première fois, m'a-t-elle dit, qu'elle était témoin d'une telle chose. Une autre fois, lors de soins sur une autre patiente, la porte du cabinet de toilette qui était situé derrière elle s'est ouverte d'un coup, sans que personne n'en sorte. Sylvie, pensant qu'il s'agissait de son binôme, m'a dit à haute voix « Marie, c'est toi ?»
Mais aucune réponse n'est venue en retour, sa collègue n'était pas là. Sylvie n'aimait pas non plus faire ses rondes de nuit dans cet immense établissement car elle faisait ses tours munie d'une simple lampe de poche et qu'elle avait le sentiment très pénible, encore une fois, d'être observée. Un événement aussi particulièrement marquant pour elle a pris place le jour où elle devait se rendre à une formation incendie. Régulièrement, ces formations qu'elle suivait en compagnie d'une poignée d'autres sages-femmes avaient habituellement lieu à l'extérieur de l'EHPAD ou dans les couloirs de l'établissement. Or, cette fois-là, la formation devait se dérouler dans le réfectoire du service psychiatrique qui était situé sous les combles. Toutefois, quand Sylvie a dû s'y rendre avec ses collègues, elle a éprouvé un ressenti très fort, un sentiment d'oppression intense. Ce sentiment était si fort qu'elle s'est sentie incapable de pénétrer dans la pièce. Encore à ce jour, elle ne s'explique pas ce sentiment de panique qu'elle a éprouvé avant de rentrer dans le réfectoire. Aussi, avant d'intégrer en tant qu'aide-soignante l'EHPAD de l'Hôtel-Dieu, Sylvie exerçait dans un autre EHPAD situé cette fois-ci à Manceau-les-Mines. Elle travaillait alors de service de nuit et elle se souvient qu'elle n'aimait pas du tout devoir nettoyer un escalier en particulier, à savoir l'escalier qui descendait au vestiaire. Le malaise ressenti à cet endroit était si grand qu'elle se dépêchait de nettoyer les marches afin de remonter au plus vite. Par la suite, elle fera part de cette sensation désagréable à l'une de ses collègues qui lui apprendra qu'un patient s'était justement pendu précisément à cet endroit. Aussi, Sylvie m'a raconté une histoire que je trouve particulièrement touchante. Durant sa vie, dès l'année 2012, elle a vécu une succession de deuils extrêmement lourds, perdant en l'espace de quelques années plusieurs membres très proches de sa famille. S'en est suivi une profonde dépression et, comme c'est parfois le cas, un internement en clinique. Dans cette clinique, Sylvie se liera d'amitié avec un autre patient du même âge qu'elle. Cette amitié fera ensuite place à un amour profond entre les deux. Malheureusement, cet homme finira par se pendre au début de l'année 2021, précisément un dimanche de janvier. Or, la veille de son départ, dans la nuit du samedi au dimanche, Sylvie, qui était retournée à son domicile, rêva justement de son ami. Dans son rêve, il portait une chemise bleue et lui disait adieu. Aussi, quelques jours plus tard, quand Sylvie vint se recueillir au funérarium, elle verra avec stupeur que son ami, dont le corps avait été préparé dans son cercueil, portait justement une chemise bleue. Cet énième deuil qui se rajoutait à tous les deuils qu'elle avait déjà vécus a été si lourd qu'elle a dû être de nouveau hospitalisée dans la clinique. Or, une nuit, durant son séjour, alors qu'elle cherchait le sommeil dans sa chambre, elle percevra clairement un bruit de tissu que l'on froisse et entendra ces mots. « C'est moi. C'est moi. » Aussi, elle m'a raconté que chaque fois qu'elle ouvrait son téléphone portable après le décès de son ami, une vidéo se déclenchait aussitôt. C'était une vidéo que son ami avait publiée sur son compte Facebook. Cela s'est reproduit pendant environ 1 an et demi à chaque fois qu'elle ouvrait son téléphone portable et il s'est arrêté ensuite du jour au lendemain. J'ai reçu aussi le témoignage de Véronique, également aide-soignante en EHPAD, et cette dernière m'a raconté cette anecdote. Dans une chambre, lors d'un change sur un résident, le tiroir de sa commode s'est ouvert tout seul. Nous étions 2 aides-soignantes à le voir et nous avons appris que le monsieur avait dans son armoire les cendres de sa maman décédée. Elle m'a raconté ceci encore. Un autre jour, la nuit, une dame a fait un cauchemar. Elle hurlait de peur car elle avait vu un homme noir à sa fenêtre. La dame était au 2e étage. Mais dans la chambre dessous d'elle, venait de décéder un homme noir. Un autre jour, lors de ma ronde de nuit, j'ai vu un résident que je connaissais bien. Je l'ai invité à rejoindre sa chambre. Mais quand j'ai prévenu mon infirmière, elle m'a dit que ce n'était pas possible car le monsieur était décédé depuis le matin. Voilà pour les témoignages d'aides-soignants que j'ai recueillis. Si vous avez d'autres témoignages, n'hésitez pas bien sûr à m'en faire part dans les commentaires. Comme certains d'entre vous le savent, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur Elisabeth Kübler-Ross. Cette psychiatre était célèbre pour son travail sur la mort et le deuil, et elle a souvent évoqué des phénomènes inexpliqués vécus par des personnes en fin de vie, par la famille ou encore par le personnel hospitalier. Ainsi, dans plusieurs de ses livres, elle rapporte des témoignages de patients mourants qui voient des proches décédés venir auprès d'eux.
Dans Mémoire de vie, mémoire d'éternité, elle raconte comment son père, Ernst Kübler, quand il vivra ses derniers jours dans sa maison, parlait à son propre père décédé comme si celui-ci était auprès de lui. Dans les derniers instants de la vie, elle rapporte des cas où des patients affirment avoir flotté au-dessus de leur corps pendant une réanimation, observant les médecins et infirmiers et décrivant ensuite de nombreux détails qu'ils n'auraient pas pu voir autrement. Par exemple, une patiente décrira avec précision ce que les médecins faisaient dans la salle alors qu'elle était inconsciente. Dans La roue de la vie, Elisabeth Kübler-Ross évoque ses propres expériences étranges, notamment des cas où elle aurait reçu des messages de patientes décédées, notamment un patient mort qui serait revenu auprès d'elle pour la remercier. Elle aurait clairement entendu sa voix lui dire merci. Dans son livre « La mort est un nouveau soleil », elle décrit là encore des patients mourants qui échangent avec des membres de leur famille disparus et semblent les voir dans la pièce, parfois plusieurs jours avant leur décès. Elle raconte par exemple l'histoire d'un garçon en phase terminale qui disait voir sa sœur défunte près de son lit, alors que ses parents ne lui avaient jamais mentionné son existence, car cette petite fille était décédée avant la naissance du garçon et qu'il n'avait pas souhaité lui en parler. Très souvent, quelques semaines, jours ou heures avant leur mort, les patients commencent à parler à des personnes que nous, observateurs extérieurs, ne pouvons ni voir ni entendre. Ils les aperçoivent dans la pièce, parfois même près du plafond, et parlent avec eux comme s'ils étaient réellement présents. Dans les derniers instants de la vie, Elisabeth Kübler-Ross décrit un phénomène récurrent chez les mourants. Une patiente m'a confié, quelques heures avant sa mort, qu'elle voyait sa mère l'attendre avec un sourire apaisant. Ce qui m'a frappé, c'est qu'elle avait perdu sa mère à un âge très jeune et n'en avait aucun souvenir. Pourtant, elle la reconnaissait instinctivement. Ce type de témoignage revient souvent dans ces récits. Il est frappant de constater que de nombreux enfants mourants parlent avec des êtres chers décédés bien avant que leur famille ne leur ait annoncé leur mort imminente. Ils ne semblent pas effrayés, mais plutôt réconfortés par ces visites. Elle explique que ces visions surviennent souvent dans un état de calme et qu'elles sont perçues comme une transition naturelle. Aussi dans La roue de la vie, l'auteur raconte l'histoire d'un petit garçon atteint d'une maladie incurable qui savait exactement quand il allait mourir. Sa mère racontera cet épisode. Un matin, il me dit « Maman, ce soir, je vais voir grand-mère ». Il était en parfaite lucidité, sans signe d'agonie immédiate. Pourtant, il s'est éteint paisiblement quelques heures plus tard, comme s'il avait eu une certitude intérieure. Elisabeth Kübler-Ross explique que ce phénomène est courant chez les enfants qui semblent savoir, ou du moins pressentir, qu'ils vont bientôt partir. À ce propos, je vous fais part d'une histoire que m'a partagée un abonné, Bruno, qui a été ambulancier une dizaine d'années et a travaillé dans des établissements privés qui prennent en charge des personnes avec des handicaps très lourds. À cette époque, il emmenait 2 fois par semaine une petite fille de 3 ans qui souffrait de tumeurs cancéreuses au cerveau et qui avait toujours une poche de glaçons sur la tête. Tout s'est toujours bien passé, m'a-t-il dit, jusqu'à ce jour où la fillette s'est montrée plus loquace que d'habitude, posant des questions qu'elle ne posait jamais habituellement, s'assurant avec ses mots de petite fille si l'équipe qui venait la chercher allait bien. Ce jour-là aussi, ce qu'elle n'avait jamais fait avant, elle a dit à son père qu'elle l'aimait. Bruno ne reverra plus jamais cette petite fille, qui ce jour-là s'était particulièrement souciée des personnes autour d'elle. Elle nous a parlé simplement avec ces mots ce jour-là, m'a confié Bruno. C'était touchant et surtout, c'était ce jour-là. Je retourne maintenant à Elisabeth Kübler-Ross, car cette dernière a parlé d'expériences paranormales vécues par des parents après la mort de leur enfant, notamment des phénomènes inexplicables comme des lumières qui s'allument toutes seules ou des objets déplacés. Ainsi, une mère endeuillée lui a raconté qu'après la mort de son fils, la veilleuse de sa chambre s'allumait et s'éteignait seule. Et ce phénomène se produisait toujours à la même heure à laquelle, justement, il s'endormait lorsqu'il était en vie. Aussi, dans son livre « La roue de la vie », elle raconte qu'après le décès de certains patients, des lampes ou des veilleuses se mettent à clignoter sans raison apparente. Nous avions dans notre service une lampe qui ne s'allumait que lorsque quelqu'un venait de mourir.
Peu importe combien de fois le technicien l'avait vérifiée, elle continuait à s'allumer toute seule, comme un signe que l'âme de la personne était encore là. Dans certains hôpitaux où elle travaillait, des infirmières lui ont rapporté entendre des bruits de pas dans les couloirs vides après le décès d'un patient. Une infirmière m'a raconté qu'après la mort d'une patiente, elle a entendu 3 coups sourds contre un mur alors qu'elle était seule dans la pièce. Elle a d'abord pensé à une coïncidence, jusqu'à ce que d'autres collègues lui rapportent avoir vécu la même chose après d'autres décès. Il y a aussi des cadres de photos bien fixés qui tombent des murs quelques minutes après le décès d'un patient sans qu'il y ait le moindre courant d'air. Toujours dans son livre « La mort est un nouveau soleil », la psychiatre relate un cas où une mère a vu la même chose que sa fille mourante. Elle raconte « Une fillette, sur son lit de mort, sourit soudainement et dit « Regarde maman, il y a des anges partout dans la pièce. » Sa mère, qui n'avait jamais cru à ces choses, sentit soudain une présence et fut envahie d'une paix indescriptible. Elisabeth Kübler-Ross considère ce type d'expérience comme un pont entre le monde des vivants et celui des morts. Elle n'a jamais affirmé que ces expériences étaient la preuve d'une vie après la mort, mais elle considérait néanmoins qu'elles avaient une signification profonde. Dans le livre d'Hervé Villette, publié en février 2025 par les éditions Les Ouvreurs du Monde, se succèdent l'un après l'autre différents témoignages du personnel en EHPAD ou en maison de repos. Comme je l'ai dit, ce que j'ai particulièrement apprécié dans cet ouvrage, c'est que l'auteur s'est mis en retrait pour donner libre cours à la parole des soignants, dont le besoin est grand, semble-t-il, de raconter toutes les expériences qu'ils ont vécues dans l'exercice de leurs fonctions. La parole libérée apporte un soulagement, c'est très clair, car c'est toujours compliqué de parler d'expériences paranormales. En racontant certains événements inexpliqués, on s'expose souvent moins à l'écoute attentive qu'à la risée, et bien évidemment au scepticisme du plus grand nombre. C'est cela qui rend le livre précieux, toutes ces confidences. Les témoignages sont la mémoire vivante des événements et d'une réalité que l'on cherche à saisir. Et c'est en découvrant justement toutes ces expériences individuelles, ces observations sur le terrain, que l'on parvient à tisser un tableau plus juste et plus complet de ce qui se passe en arrière-plan des EHPAD ou de tout autre établissement de soins où des personnes viennent régulièrement à mourir. Chaque voix, chaque récit, même s'il semble anecdotique ou fragmenté, enrichit l'ensemble et nous approche un peu plus de la vérité. Plutôt que de chercher à imposer une vérité universelle, l'auteur a rassemblé les témoignages du personnel soignant, ceux qui vivent au quotidien avec les résidents et qui, par leurs expériences, apportent un éclairage précieux sur des événements inexpliqués récurrents qui surviennent dans ces établissements de fin de vie. Dans son livre, l'auteur classe aussi les témoignages en différents groupes qui vont des phénomènes électriques aux phénomènes de sensations, de mouvements d'objets et bien d'autres encore. On apprend donc là aussi qu'il n'est pas rare que des sonnettes d'alarme se déclenchent dans la chambre d'une personne décédée. Les ascenseurs aussi montent et descendent sans que personne ne les ait appelés. Il y a aussi les portes du sas qui s'ouvrent sans explication, des chariots qui se déplacent tout seuls, des lumières qui clignotent. Il y a aussi de nombreux témoignages de patients qui disent voir des chats ou encore des enfants. Il semblerait que les EHPAD, ou toutes maisons de soins confondues, soient des lieux où les personnes sensibles à ce genre de phénomène vivent des expériences qu'elles ne vivraient pas ailleurs, tellement ces lieux semblent chargés. Ainsi, dans le livre d'Hervé Villette, on trouve le témoignage très touchant d'une aide-soignante qui se sentait guidée par une ancienne infirmière dont la coiffe et les vêtements indiquaient qu'elle venait d'un autre temps. Cette entité, semble-t-il, était particulièrement bienveillante. Si vous lisez son texte, vous verrez combien les témoignages abondent à propos de silhouettes furtives, d'enfants aussi, comme je l'ai dit, et même d'hommes vêtus de noir, aperçus par des patients un peu avant leur décès. Reviennent également régulièrement des déclarations de bruits de pas entendus dans les couloirs, souvent lors des rondes nocturnes. Il n'est pas rare non plus que les patients ressentent le départ d'un être cher qui n'est pas avec eux, comme un mari par exemple, comme dans l'histoire que je vous ai racontée, que m'a transmis Laurie, de ce patient qui avait senti que sa femme était décédée. Aussi, avec tous ces témoignages, on se demande si cette étape de fin de vie affinerait nos perceptions au moment de mourir ou peu avant. C'est comme si on pouvait dès lors pressentir ou entreapercevoir ce qu'il y a de l'autre côté.
comme si on se trouvait à mi-chemin. Ou bien serait-ce le lieu justement qui affinerait nos perceptions, puisque nombreuses sont également les personnes travaillant dans ces établissements, disant s'être réveillées au beau milieu de la nuit avec la certitude qu'un de leurs patients était décédé. Cette conviction est ensuite confirmée, car ces personnes apprennent par la suite que leur patient est bel et bien mort au moment même de leur réveil nocturne. Alors comment expliquer tous ces événements étranges qui ne trouvent aucune explication rationnelle ? Est-ce que les âmes s'attarderaient dans ces endroits tout simplement parce qu'elles ne sont pas parties sereines ? Parfois dans ces établissements, après le départ d'une personne âgée qui a été placée, c'est son parfum qui revient dans l'air. D'un coup, il est là, il s'attarde, même après un certain temps passé et après que la chambre ait été nettoyée. Il réapparaît comme un dernier signe du défunt. Parfois, c'est la température qui chute brutalement dans la pièce. Ou alors, ce sont des objets qui bougent dans certaines pièces, des télévisions éteintes qui s'allument. D'autres fois, les manifestations sont plus violentes. Ainsi, le livre d'Hervé Villette mentionne, photo à l'appui, le cas d'un aide-soignant griffé à l'avant-bras. Un autre raconte avoir été tiré par le col. Et d'autres encore ont ressenti la sensation qu'une main passait dans leurs cheveux. Cela peut être aussi une voix entendue. Et que penser encore de ces chambres redoutées qui recenseraient plus de décès que plusieurs chambres réunies ? Aussi, il semblerait que la nuit, les événements soient plus fréquemment relevés, certainement parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup moins de remue-ménage et qu'on est alors davantage sur le qui-vive. La nuit, les phénomènes sont aperçus et constatés, alors qu'en plein jour, dans le brouhaha quotidien, ils passent inaperçus. Je remercie beaucoup Hervé Villette d'avoir eu la gentillesse d'échanger avec moi et de répondre aussi à mes questions. Je lui ai donc demandé d'où lui venait son intérêt pour le paranormal. Il m'a confié que sa curiosité remontait à l'enfance, plus particulièrement au moment du décès de sa grand-mère. Peu après son départ, il fera un rêve dans lequel il s'est retrouvé dans un environnement entièrement blanc. Dans son rêve, m'a-t-il dit, un homme, également vêtu de blanc, s'est présenté à nous comme étant le serein. À l'époque, le serein n'était pour moi qu'un oiseau, m'a-t-il précisé, car ma mère possédait des animaux. Ce n'est que bien plus tard que j'ai compris que serein était employé dans le sens de sérénité. Ce rêve a agi comme un déclencheur pour moi. C'est la première chose qui m'a fait réfléchir sur la mort et ce qui pourrait suivre. Je lui ai aussi demandé quel était le but de son livre. Il m'a répondu que son but était simple, que les professionnels des milieux de santé prennent conscience que leurs collègues vivent les mêmes expériences, qu'ils ne sont pas fous. Voilà mes chers abonnés, ainsi se termine ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos témoignages et de vos commentaires. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.